week-end, je ne sais pas ce que tu as fait pendant ton week-end, mais au cours du week-end, j'ai pu assister à un certain nombre de conférences, d'enseignements, notamment de Rupert Spira. Et, et donc, il reprend en fait, mais avec des termes totalement laïques, les grands enseignements du Vedanta indien, qui est en fait à l'origine en même temps du bouddhisme et de la non-dualité. Il y a tout un courant de non-dualité qui s'est développé en Occident. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces grands conférenciers, quand je dis grand, il n'y a rien de grand, hein, c'est simplement normal, tous ces grands conférenciers ont tous, pour la plupart, un passé scientifique. Par exemple, Spira est le disciple d'un Français, je crois qu'il s'appelle Nauzille, qui était polytechnicien, enfin, qui est polytechnicien d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il soit mort. Et puis ensuite, il a fait des études à Super-Héros et parallèlement, donc, il a fait une recherche sur une recherche intérieure. Et ça rappelle également, comment il s'appelle, le lecteur du Dalai Lama. Mathieu Ricard. Oui, Mathieu Ricard, qui lui-même est docteur en physique moléculaire, en biologie moléculaire plus exactement, et qui a fait également des recherches parallèlement dans les Himalayas. Nauzille est lui-même donc le maître entre guillemets de Rupert Spira dont je parlais, il est lui-même le disciple d'un autre personnage qui s'appelle Jean Klein. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Jean Klein. Ou Johan Klein, parce qu'il était Alors, je connais un Klein qui est astrophysicien, mais non, Jean Klein, ça ne dit rien. Oui, enfin bref, c'était également un scientifique, autant que je sache. Et donc, il y a toute cette nouvelle famille, cette nouvelle génération de gens qui prennent leur base non pas sur le bouddhisme, mais sur la science, et qui, à partir de la science, ont évolué vers la science de l'intérieur, la science de l'esprit. Et je pense que d'ailleurs qu'à ce stade où nous en sommes, peut-être qu'on pourrait dire un mot des 5 skandhas. Tu as entendu parler des 5 skandhas? Je ne crois pas, non. Les 5 skandhas. Si ça me dit quelque chose, a priori, non. Alors l'un des premiers occidentaux qui a parlé des 5 scandales, c'est Alexandra David Neil. Tu as entendu parler? Ouais. Voilà. C'est une Anglaise qui a passé énormément de temps. Alors en fait, c'est une Française. C'est une Française qui vivait dans le sud de la France, mais son père avait un nom hollandais. C'est pour ça qu'on dit David Neil et pas David Neil. David Neil, c'est hollandais. Et donc, c'est l'une des grandes exploratrices et aventurières françaises. En tout cas, c'est la première qui a forcé la porte du Tibet à un moment où c'était totalement interdit. Donc, elle a vécu une centaine d'années, entre 1800. Alors, je ne sais pas si c'est. Je ne vais pas dire de bêtises sur les dates, mais en tout cas, elle est morte au début du siècle dernier. Enfin, le début du siècle dernier. Elle a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont alors, l'un s'appelle Mystique et magicien du Tibet. Elle a écrit également une Parisienne à Paris, une Parisienne à Lhasa. Et elle a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Les 5 scandales, quelque chose comme ça. Et les 5 scandales, c'est le livre, enfin, je veux dire, c'est l'enseignement fondamental, l'un des enseignements fondamentaux de Siddhartha, de Bouddha. Il y a 3 grands enseignements. Il y a l'enseignement des 4 nobles vérités, évidemment, mais qui repose sur les 5 skandhas, dont on va parler 5 minutes là. Et il y a également le Pratikya Samutpada en pali. Pratikya Samutpada, ça veut dire le cercle des existences conditionnées.
C'est-à-dire que tu pars de rien, en quelque sorte, si tu pars d'une potentialité, et à partir de là, il montre comment le cercle des existences conditionnées fait que ça donne l'impression de quelque chose de réel. C'est-à-dire comment habiller le rien en quelque chose. Et c'est le même principe pour les 5 skandhas. Les 5 skandhas, c'est comment à partir de rien, on arrive au concept de moi ou de je. Alors, pour en dire deux mots, un skandha, ça a deux traductions. Ça peut vouloir dire un tas ou un panier. Si tu veux. Lui, il a pris l'univers dans son ensemble et il a essayé de grouper en tas les différents éléments de l'univers. Par exemple, il y a la forme. Tout ce qui a une forme, il l'a mis dans un tas, dans un skandha. Ensuite, tout ce qui est du domaine des sensations, il l'a mis dans un autre panier, dans un autre skandha. Et puis ensuite, tout ce qui est du domaine des perceptions, il l'a mis dans un troisième panier. Ensuite, tout ce qui est du domaine des volitions, de la volonté, du karma, il l'a mis dans un quatrième panier. Et puis tout ce qui est du domaine de la conscience, il l'a mis dans un cinquième panier. Donc ça fait donc 5 skandhas dont on va parler. Et la deuxième traduction de skandha, c'est un arbre qui s'appelle, je crois, je sais que je ne me rappelle plus du nom exotique, mais c'est une espèce de figuier. Et cet arbre a la particularité de pousser non pas par le bas et par les racines, mais par le haut. C'est-à-dire que ça part d'un arbre normal. Là-dessus viennent, par le biais des fientes des oiseaux, se développe, la graine qu'ils ont rejetée par leurs fientes se développe au sommet de l'arbre et progressivement, il y a des sortes de lianes qui viennent enserrer l'arbre initial et qui finalement le font disparaître. Et il ne reste plus que ces lianes qui donnent l'impression d'un arbre, mais c'est en fait un arbre vide. C'est la deuxième traduction qu'on trouve parfois. Donc ces skandhas, c'est à la fois quelque chose qui apparaît réel, mais qui en réalité est vide. Tu prends les formes, par exemple, le premier skandha de la forme. Si tu regardes de notre point de vue habituel, on a l'impression que les formes sont solides. Mais en réalité, si tu le regardes d'un point de vue purement scientifique, ces formes sont faites de molécules, et ces molécules elles-mêmes de particules subatomiques, elles-mêmes de particules encore plus subatomiques, de quanta, de tout ce que tu voudras, et tu arrives à une espèce de vide, de potentiel, simplement de potentiel. Donc c'est à la fois en apparence solide, mais en réalité simplement un potentiel vide. On dit vide, ce n'est pas le vide absolu, c'est le vide au sens bouddhiste du terme, c'est-à-dire que ça n'a pas d'existence propre. Et puis après, tu prends les sensations, donc c'est la même chose. Et puis les perceptions, même chose. Et puis la volition. Et puis tu arrives à cette notion de conscience, de moi et de je, dont on voit bien également qu'elle donne une impression de réalité à laquelle on s'accroche désespérément et à partir de laquelle nous projetons le monde extérieur, mais qui en réalité est vide de substantialité. Voilà. Donc ça marche comme ça. Enfin, si on veut l'expliquer de façon séquentielle, donc tu as la forme. On est en contact avec la forme par l'intermédiaire des sens, des sensations qui nous donnent une impression de quelque chose d'agréable ou de désagréable. Et c'est seulement à partir des sensations qu'on a des perceptions. On ne pourrait pas avoir de perception sans sensation. C'est ce que disent en tout cas les sciences cognitives. Et ces sensations donc vont permettre de reconnaître les objets qu'on a perçus initialement comme étant agréables ou désagréables. Et cette perception va entraîner le désir de les prolonger, d'en avoir plus, ou au contraire, de vouloir s'en séparer s'ils sont désagréables. Oui, la notion de agréable ou désagréable, c'est le propre des sensations, des perceptions. Des sensations.
sensation. C'est une notion neutre en quelque chose. C'est agréable. Par exemple, si je suis en hiver, si je perçois du chaud, ah ben c'est agréable. Donc je veux plus de chaud. Et ça, c'est le plus de choses, ça devient la volition. Et à partir du moment où quelque chose est agréable et que je le perçois comme agréable, j'en veux davantage. Et la perception, alors, dans cet exemple-là, la perception, c'est quel rôle, dans l'exemple que tu viens de donner avec le chaud ou froid, on a la sensation de chaud. Alors, c'est la sensation de chaud ou froid qui permet de rapporter cette sensation de chaud ou froid à un catalogue qu'on a déjà préenregistré, un catalogue qui nous permet de reconnaître ce qu'on ressent. Si on n'a pas ce catalogue initial, il n'y a pas de perception. Par exemple, lorsque Christophe Colomb a abordé les Amériques avec les trois caravelles, les sauvages qui étaient en Amérique du Sud n'avaient pas dans leur registre la notion de bateau. Autrement dit, ils n'ont rien vu venir parce qu'ils n'ont pas eu cette perception. Et ils se sont fait avoir, évidemment. Et à partir de cette perception qui est issue de quelque chose d'agréable ou de désagréable, ça va entraîner le quatrième skandha qui est la volition. C'est-à-dire que si par exemple ça a un goût sucré, j'en veux plus, parce que ça va me procurer une sensation agréable, et donc j'en veux plus, toujours plus, c'est le désir, ou au contraire, si c'est désagréable, je n'en veux pas. Et toute ma vie va être gouvernée par cette volition, ce karma, si tu veux, qui est personnel, hein, parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Que vient faire le karma? Tu en as parlé tout à l'heure et tu viens d'en reparler. Oui. Donc ici, tu associes le karma à la volition? Absolument. Le karma, c'est la volition. C'est ce qui permet d'agir. Le karma, ça veut dire agir, acte. Et cet acte, cette action, elle est personnelle. C'est quelque chose de complètement personnel et qu'on va renforcer involontairement. C'est-à-dire que plus tu as quelque chose d'agréable, plus tu en veux. Donc, tout ce qui t'apparaît agréable, plus tu en veux. Et ce karma va donner aboutir à cette sensation de conscience, cette impression de conscience. C'est cette impression de conscience personnelle qu'on appelle le je, le moi. Et on continue le cercle. C'est-à-dire que cette sensation de conscience de je ou de moi va se renforcer par le renforcement de la notion de forme, le premier skandha. C'est-à-dire que plus je suis sûr de la forme extérieure, plus je suis sûr d'un moi ou d'un je. Voilà, il y a l'ego et puis il y a l'alter. L'ego et l'alter. Plus je renforce l'alter, plus je renforce l'ego. Et plus je renforce l'ego, plus je renforce l'alter. Le fait de renforcer l'ego va cautionner l'alter, va cautionner la forme. Donc c'est ce cercle vicieux, si tu veux, qui habille le vide en donnant l'impression d'un moi ou d'un je. Donc je reviens à l'exemple initial du personnage qui viendrait sur la scène d'un théâtre, complètement nu, et qui se sent obligé immédiatement de s'habiller d'un rôle. Et une fois qu'il a revêtu son costume, son rôle, il fait très attention à ne pas le quitter, parce que sinon il se sent perdu. Et donc, ça vaut, Alexandra David-Néel l'explique très bien dans son ouvrage, avec des mots simples. Donc, ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'œil, le cas échéant. Non, on y reviendra de toute façon, mais c'est simplement pour expliciter le fait que je dis toujours, par exemple, qu'il y a cette notion de concept d'ego. C'est un concept, il n'y a rien de solide. Alors que je sais que de ton côté, tu crois à cette notion d'ego comme étant quelque chose d'existant en soi. Donc voilà, c'est simplement une ouverture dans ce domaine. Intéressant, Guy. Très intéressant. Et je te dis à demain. Ok, ça marche. À demain, Laurent. Ciao.